Hello, hello. Donc c'est mon premier live, donc soyez ok et je vais ajouter un deuxième lien. Ok, dalle et je suis prête. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ce live. Donc, moi je suis Monique, je dirige Innovation Bureau. On a un cabinet de conseil. Euh, on a commencé en 2011 d'abord en Grande-Bretagne, ensuite on s'est implanté en France en 2021. On est installé à Mirecourt, dans un petit village au cœur des Vosges, et ce choix de s'installer dans une petite ville plutôt que dans une grande ville, une grande métropole, c'est pas du tout un hasard, hein, c'est une conviction. On veut être au cœur des territoires. Pour nous, accompagner les entreprises, souvent des TPE, des PME, des agriculteurs, des associations, des collectivités territoriales, qui sont souvent loin des grands centres. Et on pense que c'est justement depuis ces territoires qu'on comprend le mieux les enjeux. Notre métier, c'est l'excellence opérationnelle, la RSE, la QHSE, tout ce qui est transition environnementale, transition énergétique, transition digitale, numérique, développement durable, performance durable. Et on accompagne aussi les transformations des territoires, comme je l'ai dit, à travers nos accompagnements des collectivités. Donc, concrètement, on a des entreprises du bâtiment, de l'industrie, les assos, les organisations publiques à structurer leur activité, à se professionnaliser et à aller chercher de nouveaux marchés. C'est pourquoi on est là aujourd'hui. Donc, j'ai créé il y a quelques années un organisme certificateur accrédité par le COFRAC de A à Z. J'ai mené près de 150 audits. Donc, quand je vous parle de conformité et d'exigence d'un cahier des charges référentiel, je sais exactement de quoi je parle. Je l'ai fait d'un côté comme de l'autre. J'ai autant été audité que audité. Peut-être pas. J'ai quand même audité plus que ce que je n'étais audité. En tout cas, un des sujets donc, sur lesquels on accompagne les entreprises le plus en ce moment, c'est justement le sujet des marchés publics. La réglementation évolue, le marché B2B devient de plus en plus compliqué, et donc les marchés publics restent un vivier, un levier pour aller bosser son chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, on va voir comment les trouver, comment y répondre, comment les gagner, en tout cas comment améliorer ses chances de les gagner. On a vu partie devant nous, donc accrochez-vous, on va être super concret du début jusqu'à la fin, super opérationnel. Donc, la première partie, les appels d'offres, qu'est-ce que c'est? Pour poser le décor, un appel d'offres, ou plus largement un marché public, c'est tout simplement un contrat par lequel une administration, une collectivité, un hôpital, un bailleur social, un établissement public comme un lycée, un collège, en fait, à chaque fois qu'ils achètent un bien, un service ou des travaux, c'est du marché public. Et dans ce contexte, parce que évidemment, ils financent avec l'argent public, avec l'argent de nos impôts, de vos impôts, avec les financements de l'État, donc la loi les oblige à les mettre en concurrence dans des règles précises pour garantir l'égalité de traitement entre les différentes entreprises. Aujourd'hui, le marché public, c'est, selon les chiffres, entre 170 et 230 milliards d'euros de marchés qui sont passés par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 170 milliards, ça c'est le chiffre, plutôt la fourchette basse. Et la fourchette hausse, ça peut aller jusqu'à 14% du PIB.
C'est énorme. À savoir que de ces marchés publics, les marchés qui reviennent aux PME, c'est quasiment 70%. Alors évidemment, les PME, ça ne représente pas 70% de ces 170 milliards, puisque les marchés pour les PME, je pense, sont des marchés plus petits, moins conséquents, mais pour autant, 70% des consultations qui sont aujourd'hui publiées sont attribuées à des PME. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vos clients potentiels, ça va être les collectivités territoriales, les communes, les communautés de communes, les intercommunalités, les départements, les régions, les parcs nationaux, les parcs régionaux, les hôpitaux, les collèges, les lycées. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Et dans ce même process, alors évidemment, il y a le marché public, mais il y a aussi le marché privé. Les grandes entreprises, par exemple la SNCF, passent énormément par des marchés privés, mais avec le même fonctionnement relativement similaire de mise en concurrence. Donc une fois que vous avez compris le système, une fois que vous avez compris où aller chercher ces marchés, j'ai envie de vous dire, toutes les fenêtres et toutes les portes sont ouvertes. Mais aussi, ce qui est important, c'est que c'est super local. C'est-à-dire que vous soyez au fin fond de l'Ardèche, en Normandie, à Toulouse, ou comme chez nous ici, dans les Vosges, vous allez trouver des annonces de marché public qui correspondent à votre activité, qui correspondent à votre budget, qui correspondent à ce que vous êtes capable de produire, de faire et de construire. Donc, on a trois grands types de marchés. Les marchés de travaux qui pèsent lourd, c'est environ entre 40 et 50% des marchés. Donc, ça, c'est surtout pour tous les métiers de la construction. Mais quand on dit la construction, c'est la construction au sens large, pardon, que ce soit du gros œuvre ou du second œuvre, de la peinture, de la façade, de l'isolation, de l'électricité, des paysagistes, de la toiture, la couverture, des plombiers, je ne sais pas si je l'ai dit, les couvreurs, les zingueurs, les serruriers, enfin en tout cas tous les métiers autour de la construction, ça représente à peu près entre 40 et 50% du marché. Ensuite, on a les marchés de fourniture, donc l'achat de biens, de matériel, d'équipement, que ce soit l'équipement informatique, des flottes de véhicules, du matériel de bureau, enfin tout ce à quoi vous pouvez penser, des t-shirts. Il n'y a pas très longtemps, il y avait un marché justement d'ailleurs c'est pour l'Union Européenne, mais c'est le même principe, hein, pour fournir tout ce qui était t-shirt, bagues promotionnels. Donc voilà. Et enfin, il y a les marchés de services qui représentent une grosse part également, hein, puisque je vous ai dit tout à l'heure, les marchés de travaux, c'est à peu près 40%, les marchés de services aussi à peu près 40%, et donc le reste, hein, la fourniture, ça va être entre 20 et 10% selon les régions, selon les années, selon les périodes. Mais en tout cas, retenez une chose de cette première partie, donc le marché est gigantesque. Il est majoritairement local. Il est structurellement ouvert aux PME et même aux TPE. Donc la question n'est pas de savoir s'il y a de la place pour vous. Mais non, la question c'est de savoir mais comment vous y prenez votre place. Donc là on va arriver sur la deuxième partie. Comment trouver et faire sa vague. Ça c'est super important parce que surtout au début, quand on dit allez, j'ai envie d'aller chercher un marché, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais il y a je ne sais pas combien de plateformes, il y a je ne sais pas combien d'endroits où aller chercher des marchés. Ensuite, il fallait enregistrer ces alertes, ces annonces. Ça devient en fait un job à temps plein. C'est clair. Alors, il y a les plateformes, on va dire, institutionnelles, nationales et supranationales, comme les plateformes européennes. Donc, dans les plateformes nationales, on a Place, qui est la plateforme des achats de l'État. Et sur cette plateforme Place, vous allez surtout retrouver les gros marchés nationaux, comme les marchés de l'OFB, comme les marchés des ministères, de l'ADEME. Voilà, c'est vraiment les entités nationales qui
vont surtout se servir de place. Donc, alors, pas forcément que pour du gros marché, mais c'est quand même des enjeux qui peuvent être importants. Mais en tout cas, c'est intéressant d'aller voir ce qui s'y passe. Ensuite, vous allez avoir donc ce qu'on appelle le BOAM, qui est le bulletin officiel des annonces de marché public. Et donc ça, en fait, là-dessus, vous y trouvez tout, parce qu'à chaque fois qu'il y a un marché public, il doit être officiellement annoncé. Le BOAM, vous allez trouver tous les marchés, mais voilà, déjà, vous ne pouvez pas candidater depuis le BOAM, ça c'est sûr. Et ensuite, vous allez prendre du temps à rechercher pour ensuite aller retourner sur les plateformes pour aller retrouver tous les critères, les exigences qu'on va vous demander. Au niveau européen, il y a ce qu'on appelle le TED, le Tenders Electronic Daily. Donc ça, c'est un peu le même système que le BOAM, mais pour l'Union européenne. Alors aujourd'hui, on ne va pas trop se prendre la tête sur la partie Union européenne. On refera un autre live ou en tout cas une autre vidéo sur les marchés européens, parce que ça, c'est aussi un gros marché. Mais pour ça, il faut maîtriser les financements. Et la maîtrise des financements européens, c'est aussi l'objet d'une autre vidéo. Et ensuite, on a des plateformes régionales, comme par exemple dans le Grand Est. On a ce qu'on appelle Apogée, qui est super. Et je sais qu'il y en a d'autres dans d'autres régions. Il y en a en Occitanie, il y a un qui s'appelle Marché Occitanie, je crois. Il y a aussi en région PACA, il y a Mégalis en Bretagne, Maximilien en Île-de-France. En tout cas, voilà. Et ces plateformes-là, Bourgogne-Franche-Comté, il y a Ternum BFC. Et l'avantage de ces plateformes-là, c'est qu'en fait, elles vont agréger tous les marchés de votre région, la région qui vous intéresse. Vous êtes en Bretagne, vous allez sur Mégalis, vous avez tous les marchés de Bretagne. Et alors, vous pouvez toujours pas postuler ou candidater depuis cette plateforme-là, mais en tout cas, ça va vous permettre de plus facilement localiser votre recherche. Donc pareil pour Apogée, pareil pour Maximilien. Encore que Maximilien, normalement, je crois qu'il y a une partie où vous pouvez postuler directement depuis. Et ensuite, il y a donc les plateformes sur lesquelles vous allez pouvoir directement candidater. Donc si l'entité publique elle a choisi par exemple AWS, donc AWS Solutions, attention à ne pas confondre avec Amazon, AWS Solutions, vous connectez, vous créez un compte, vous connectez AWS Solutions, et là vous pouvez donc interagir, vous pouvez candidater, vous pouvez poser vos questions. Et pareil avec marché sécurisé, pareil avec achat public, pareil avec X marché, voilà, il en existe de nombreuses, mais lorsque je partagerai donc le replay de ce live, je vous mettrai un maximum de liens. Aujourd'hui, il existe aussi plusieurs outils plus ou moins boostés à l'IA. J'en connais quelques-uns, je ne vais pas en faire la liste. Il y en a deux qui sortent un petit peu du lot en ce moment. Il y en a un troisième aussi qui vient d'arriver et je mettrai le lien dans le replay parce que Cocorico, c'est un qui vient de notre région, qui vient de Grand Est en Moselle. Mais en tout cas, il y a PubliConnect, qui est une startup nantaise, qui a une approche super intéressante parce qu'elle concentre en fait les marchés qui sont sous les seuils, c'est-à-dire les petits marchés de gré à gré, parfois qui ne sont même pas publiés. Donc cet outil, il est vraiment top. Allez voir ce qu'ils y font. Et ensuite, il y a Akel qui automatise la veille par l'IA sur les publications officielles. Donc, si vous voulez, Akel, c'est plus les marchés au-dessus des seuils et PubliConnect, c'est plus les marchés en dessous des seuils. En fait, l'avantage du PubliConnect, c'est qu'à la base, si je me trompe, je ne sais plus dans quel sens ils l'ont fait, mais en tout cas, ils ont aussi une grosse partie où ils essaient d'apporter de la veille, de l'information, de l'agrégation pour les acheteurs publics. Allez voir ce qu'ils font, c'est plutôt top. Et en fait, bon, bien sûr, c'est pas les seuls. Hein, donc il y a les trois là dont je viens de vous parler. Donc je vous mettrai les liens. Mais en faisant une petite recherche, vous verrez qu'il y en a pléthore. Mais une fois qu'on a dit ça, évidemment, on a trouvé plein de consultations. Il va falloir ensuite les prioriser. Il va falloir aussi décider est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas. Ça va venir d'un temps un peu plus lointain. Donc là, on va aller sur comment la partie, on va dire ce qu'on appelle la partie candidature. Quand on répond à un marché d'offres, il y a la partie candidature, il y a la partie offre. La partie offre, c'est tout ce qui a trait à votre offre, c'est-à-dire votre offre, la prestation en tant que telle que vous allez proposer, le tarif que vous proposez, les compétences que vous avez, les références, expériences sur d'autres projets similaires que vous avez déjà fait.
Et même si vous démarrez, vous allez pouvoir en fait faire des liens entre ce que vous savez faire ou vos expériences dans d'autres entreprises ou dans d'autres projets qui sont liés en fait au marché sur lequel vous vous positionnez. Euh, et ensuite, il y a la partie donc, candidature. La partie candidature, c'est toute la partie qui est administrative. Donc ça va être votre cabis, vos assurances, à nouveau les CV des équipes. Et un truc qui va être important, et c'est là où vous avez une grosse carte à jouer, surtout quand vous êtes TPE, quand vous êtes auto-entrepreneur, mais même quand vous êtes une entreprise un peu plus, un peu plus grosse, vous pouvez bénéficier de ça, en tout cas vous pouvez en faire un vrai levier, ce qu'on appelle les groupements. Le groupement, qu'est-ce que c'est? C'est plusieurs entreprises qui travaillent ensemble et en fait qui se reposent les unes sur les autres pour apporter une réponse commune. Donc imaginons par exemple, moi je suis une grosse ish PMU d'environ une trentaine, quarantaine de salariés sur du secondaire avec je sais pas, je fais de la peinture, je fais de la façade, je fais peu importe, mais il me manque une compétence couvreur pour pouvoir me positionner sur plusieurs lots d'un coup. Et bien en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher des couvreurs, peut-être indépendants ou une petite entreprise de couverture, et on va monter le dossier ensemble. Et ça, c'est un groupement. Et il y a plusieurs moyens de faire des groupements. Il y a les groupements conjoints et les groupements solidaires. Mais aujourd'hui, on ne va pas aller dans le détail des types de groupements. Ce que je veux surtout que vous compreniez, c'est que en vous associant, c'est pas du tout le bon terme parce que vous ne devenez pas associé. Mais en tout cas, en mettant en commun vos ressources et vos compétences, vous pouvez vous positionner sur soit des marchés qui sont plus conséquents, ou même si le marché n'est pas plus conséquent, en tout cas, vous allez pouvoir ajouter des compétences que vous n'avez pas. Et donc, ce groupement, il peut aussi se faire via de la sous-traitance. Donc, quand je prenais tout à l'heure l'exemple de mon auto-entreprise, l'auto-entreprise peut être un sous-traitant d'une autre entreprise qui, elle, va être du coup le titulaire du marché. Et ça, en fait, c'est un truc que nous, on fait très bien. On est en train de le faire là pour un appel d'offres où, en fait, il y a un peu de difficulté, on va dire, logistique par rapport au périmètre géographique. Et donc, on est en train de monter un groupement pour pouvoir couvrir tout le périmètre géographique. On peut aussi monter des groupements pour couvrir le périmètre de compétences. On peut aussi monter un groupement pour simplement... nous, par exemple, ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on travaille la partie coordination, administration et montage de dossier. Et ensuite, les entreprises qui ont les compétences techniques sont nos co-titulaires ou nos sous-traitants selon la manière dont on veut monter le dossier. Donc ça, c'est un point qui est super important pour vous, notamment quand vous êtes une TPE ou vraiment une petite PME. Parce que vous allez pouvoir comme ça, stratégiquement, répondre à des marchés grâce à la mutualisation de ressources et de compétences. Et alors par contre, évidemment, hein, ça se sécurise. Ça se sécurise, que ce soit par des contrats, par des accords. Si vous avez des questions, vraiment, je vous invite à me les poser soit en DM, soit sur notre site internet, où on est aussi sur LinkedIn et sur Instagram, donc vous nous retrouvez où vous voulez. On est même sur YouTube d'ailleurs. Et donc vous pouvez vous poser vos questions vraiment spécifiques sur les mécanismes, les enjeux légaux, juridiques sur ces questions de groupement, parce que quand on part à plusieurs, quand on mutualise, c'est vrai que c'est génial, ça permet de se positionner sur des projets sur lesquels on ne se positionnerait peut-être pas, surtout quand on débute, mais ça a des risques, ça a des enjeux, donc voilà, venez poser vos questions. Et quand on est en groupement, également, il y a toute une partie administrative complémentaire sur laquelle on peut aussi vous accompagner, notamment sur ce qu'on appelle le formulaire DC4. Mais évidemment, aujourd'hui, on n'a pas le temps d'aller dans le détail de la partie documentaire, c'est-à-dire la partie candidature de votre offre, de votre positionnement sur le marché. Ensuite, la partie qui est importante, évidemment, c'est le cœur du réacteur, les mémoires techniques. Donc là, on est maintenant à la partie 4. Donc on y est presque, on est à la moitié. Donc, le mémoire technique, c'est le nerf de la guerre. Qu'est-ce que c'est? C'est le document dans lequel vous expliquez concrètement ce que, à l'acheteur, ce que vous allez réaliser. Comment est-ce que vous allez mettre en œuvre la prestation. Et quand je dis concrètement, je vais vraiment dire concrètement, opérationnellement. C'est-à-dire que si vous balancez les éléments
d'achat, donc ce qu'on appelle les RC, les règlements de consultation, les CTP, les clauses techniques, CAP, les clauses administratives. Si vous balancez tout ça à ChatGPT ou à Claude et que vous lui dites rédige-moi mon mémoire technique, c'est mort. N'essayez même pas. Parce que, un, ça se voit. Voilà. Deux, vous n'allez jamais être précis, opérationnel, et surtout, vous n'allez jamais pouvoir vous démarquer de vos concurrents. Parce que ce qui fait la différence, en fait, eux, les acheteurs, ce qu'ils vont regarder, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'ils font? Comment ils le font? Qu'est-ce qui est spécifique à eux par rapport aux autres? Et, euh, et ça, en fait, il faut absolument que vous l'ayez réfléchi, pensé un minimum. Et donc, même si vous utilisez l'IA pour vous aider à rédiger, ce qui n'est pas du tout interdit, et dans certains cas, c'est interdit, mais pas très souvent, mais quand vous le faites, vous le mentionnez. Vous mentionnez que vous utilisez l'IA pour certains aspects soit de la réponse ou soit même de la prestation que vous allez effectuer, ça c'est pas très grave. Mais par contre, vous ne pouvez pas juste utiliser l'IA pour dire fais-moi ça, rédige-moi les mémoires techniques, rédige-moi ma note environnementale, parce que ça ne passera pas. Faut pas croire, hein, les acheteurs, eux aussi, utilisent l'IA, et donc ils savent exactement retrouver des réponses qui sont 100% générées par l'IA. Il y a des logiciels, il y a des outils qui existent qui font ça plutôt bien. On a eu quelques démos. Pareil, je vous mettrai des liens euh, en, dans la description du replay. Euh, mais pour autant, si l'acheteur ne reconnaît pas euh, votre valeur ajoutée et votre personnalité, et ben c'est bien dommage en fait. Nous, par exemple, on a un guide d'entretien pour quand on va rédiger le mémoire technique pour vous. En fait, on vous pose des questions et qui ne sont pas toujours que des questions techniques. Alors évidemment, la partie technique elle est super importante, mais c'est surtout comprendre qui vous êtes. La subtilité de votre langage, de votre manière de vous exprimer, de la manière de présenter votre entreprise, des valeurs de votre entreprise, de la culture de l'entreprise. Et ça, en fait, vraiment, ça joue énormément. On a déjà eu dans les réponses de rejet des éléments dans ce sens où on ressentait, il n'y avait pas de reconnaissance de qui l'entreprise était, c'était trop basique ou trop scolaire. Donc faites vraiment bien attention à ça dans votre mémoire. Et un bon mémoire technique, qu'est-ce qu'il doit faire? Comme je le disais, donc il doit être super précis. Répondre évidemment précisément au cahier des charges, ce qu'on appelle le CCTP, point par point de manière générique. Le plus simple en fait, c'est de vous faire toute une liste de ce qui est demandé, par exemple dans un fichier Excel ou dans un fichier Word, et en fait à côté de chaque liste, en face de chaque point, de chaque bullet point, vous dites ok, pour ça, comment est-ce que j'y réponds? Pour ça, qu'est-ce que je fais? Pour ça, qu'est-ce qui va se passer? Combien de temps ça va me prendre? Et une fois que vous avez ça, ça vous donne en fait votre structure, et c'est ce qui va vous permettre ensuite de rédiger, de narrer. Nous on parle de storytelling, parce que vraiment le mémoire technique, c'est l'histoire de votre entreprise pour le marché, pour cette prestation. Ensuite, la partie qui est supra importante, c'est la partie moyens humains et matériels. Qui va être impliqué? Quelles sont les compétences de ces personnes? Comment est-ce qu'elles travaillent? Comment est-ce que vous les formez? Quels diplômes elles ont, quelles certifications elles ont. Les certifications de personnes, dans certains domaines, c'est une obligation, mais au-delà des certifications obligatoires, est-ce que vous avez d'autres certifications, comme par exemple les normes ISO 14000, 45000, 9000, etc., qui vont démontrer en fait de la qualité de votre approche et de vos méthodes. Et donc, parlant de méthode, il y a aussi bien évidemment votre méthodologie pour répondre à ce marché. Et la méthodologie, c'est pour répondre à l'objectif de votre marché, voici comment nous allons nous y prendre. Il faut aussi, et ça c'est tellement sous-estimé, valoriser vos références. Qu'est-ce que vous avez... J'ai commencé par ça, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était il y a 20 minutes. Mais qu'est-ce que vous avez déjà fait et comment ce que vous avez déjà fait vous aide à pouvoir apporter une réponse pertinente aujourd'hui. Et alors, non seulement une réponse pertinente, mais aussi une action pertinente sur le terrain. Donc, parce qu'en fait, il faut aussi vous souvenir que tout ce que vous allez mettre dans votre mémoire, vous allez devoir le faire. Alors, pour du travaux, ça paraît évident. Hein. Si je dis que je vais faire un mur, il faut bien que je monte le mur. Mais parfois, pour la prestation intellectuelle, on peut avoir tendance, on a déjà vu des mémoires techniques qui pouvaient être super top en disant mais ça, tu peux vraiment faire. Et donc voilà, parce que derrière, en fait, vous allez être checké, audité, et il y a une audit qualité qui peut se faire
et avec des pénalités peut-être assez lourdes. Donc, comme quand je formais mes auditeurs sur la méthode d'audit, euh, on dit ce qu'on va faire et ensuite on fait ce qu'on a dit qu'on allait faire. C'est pas si compliqué que ça, mais pour autant, des fois, euh, ça peut passer à la trappe, surtout quand on a la tête dans le guidon et qu'on a plein de trucs à faire et qu'on a plein de projets et que c'est notre premier appel d'offres et qu'on a quand même nos clients à côté, on a quand même nos projets à côté. Mais rassurez-vous, nous, Innovation Bureau, on est là pour vous accompagner, on est là pour vous aider avant la candidature, pendant l'activité du marché et ensuite à la fin pour clôturer ce marché. Donc c'est ce qu'on fait au quotidien pour nos clients. Que ce soit la structure du mémoire technique, la partie administrative avec les DC1, les DC2, les DUM, les DC4, la partie sous-traitance, la structuration des groupements, adapter votre approche et votre storytelling à chaque appel d'offres. Et enfin, la partie intégration des mentions environnementales, tout ce qui est RSE. Et là, on arrive donc à la cinquième partie. Alors, j'ai passé beaucoup de temps sur la partie 4, mais c'était en fait super important parce que c'est le cœur du réacteur. Mais la partie 5 devient de plus en plus importante. Donc, à partir de la mi-août, dans 15 jours après, je crois que c'est le 21, si je ne me trompe pas, août, les acheteurs publics sont obligés de mentionner des clauses environnementales et au moins un critère environnemental et des clauses sociales. Donc, on va reprendre les choses depuis le début. Les critères environnementaux, qu'est-ce que c'est? Ce sont des éléments de considération de l'impact environnemental de votre activité qui vont venir alimenter les critères du jury pour vous pour savoir si vous choisissez ou pas. Et donc la différence entre vous et votre concurrent va et peut se jouer sur cette partie critères environnementaux. Avant, on voyait beaucoup 5% du tout de la note. Donc si sur note sur 100, la note environnementale, c'était que 5. Mais de plus en plus, on a des COF à 10%, parfois même à 15%. Et le coup près, c'est quand ces critères environnementaux sont liés à des clauses environnementales. Donc, comme je disais, le critère environnemental, c'est ce qui se passe avant, au moment du dépôt de la réponse, pour savoir, pour vous départager en fait par rapport aux autres. Donc, un critère environnemental, ça peut être quelle est votre politique de déplacement. Ça peut être un sujet sur les impressions, ça peut être un sujet sur une politique RSE. Voilà. Le critère environnemental, il peut être très très varié. Et c'est vraiment pour délibérer sur l'attribution. Et donc, si avant le critère prix était, bon, c'est toujours un critère fort, c'est sûr, mais il est de plus en plus pondéré, on va dire, avec notamment le critère environnemental, et ça va aller en se structurant de plus en plus. La clause environnementale, c'est une clause d'exécution. C'est pendant l'exécution du marché, et avec un suivi sur toute la durée du marché, vous allez devoir respecter les clauses qui sont imposées contractuellement dans le CCAP, en général, on appelle les clauses administratives. Dans le CCAP, on va vous dire, voilà, il y a 1, 2, 3, 4 clauses environnementales, et non seulement vous devez les respecter, mais vous devez surtout en faire un suivi avec des indicateurs pour que à tout moment du marché, ces indicateurs peuvent être suivis. Si par exemple vous mentionnez que, en tout cas, une de vos réponses aux clauses environnementales, c'est que vos déplacements pour la prestation intellectuelle, par exemple, ne se font qu'en train sur des distances de plus de 100 km, vous allez devoir le prouver. Donc vous le dites, c'est bien, vous le faites, c'est d'autant mieux. Et la clause sociale qui est également obligatoire, notamment au-dessus des seuils européens, donc de procédures formalisées. Et donc la clause sociale, c'est une clause qui oblige en fait le preneur du marché, le titulaire du marché, à avoir une politique qui va favoriser l'insertion sociale. Donc soit l'insertion par les chantiers d'insertion, par la création de postes, par
la mise en œuvre de partenariats, etc. En fait, il y a différents moyens de répondre à la clause sociale. On pourra en faire aussi une vidéo spécifique sur la clause sociale parce que dans certains domaines, notamment dans le bâtiment et au-dessus de certains seuils, c'est super important. Et dans le bâtiment, on a énormément d'appels d'offres qui sont largement au-dessus des seuils. Même juste sur la couverture, on peut avoir des marchés à 800, 900 000 euros. Donc, on va être très fréquemment confronté à la clause sociale. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, un dossier qui ne parle que de prix et que de technique, ce n'est pas suffisant. Il faut absolument donc démontrer de manière chiffrée et mesurable votre engagement environnemental, ou en tout cas, alors, quand on dit engagement environnemental, l'idée c'est pas de dire ouais, je suis pour l'environnement, non, c'est comprendre grâce à des chiffres votre impact environnemental, le partager, d'expliquer, et ensuite, comment est-ce que je réduis cet impact? Non seulement c'est génial pour vous, parce qu'en fait, si vous réduisez l'impact environnemental, en général, vous réduisez aussi vos coûts, et donc là-dessus, on a des super articles pour montrer comment utiliser donc, vos politiques environnementales comme levier de performance. Donc moi, j'y crois à fond. Posez-moi vos questions sur ce sujet si vous en avez. Mais aussi et surtout, c'est parce que c'est une exigence, une obligation maintenant dans le marché public. Dernière partie, on en a un tout petit peu parlé, mais l'IA dans tout ça. L'intelligence artificielle est en train de transformer les deux bouts de la chaîne des marchés publics, autant côté acheteur que côté entreprise. Comme sur le côté veille, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on en a parlé déjà de Public Connect et de Hackel, qui utilise l'IA pour scorer automatiquement la pertinence d'un marché pour votre profil, repérer les marchés sous les seuils qui circulent de façon informelle ou même anticiper le renouvellement. Mais on a aussi de l'IA pour le côté rédactionnel, ça également, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui vous aide à gagner énormément de temps si l'IA est bien utilisée, bien structurée et que ce n'est pas plutôt l'effet inverse de vous disqualifier. Parce que ça, c'est vraiment le gros risque d'utiliser l'IA pour la rédaction, en tout cas l'IA seule. Mais en tout cas, ce qui est super pour l'IA, c'est vérifier que ce que vous avez fait ou préparé ou que votre architecture de mémoire technique correspond en tout point, si c'est bien. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai bien expliqué que on va reprendre toutes les lignes de CTP, toutes les exigences de la prestation, de tout ce qui est demandé, et y mettre une réponse en face. Évidemment, l'erreur est humaine, mais grâce à l'IA, vous pouvez dire voilà les exigences, voilà ce que j'apporte, qu'est-ce que j'ai oublié, qu'est-ce que j'ai pas assez mis en avant. Et donc, ça va vous aider en fait à mieux structurer, à mieux travailler votre mémoire technique. Ce que l'IA ne fait pas, ce que je disais, elle ne connaît pas vos valeurs, elle ne connaît pas vos chantiers. Maintenant, on peut lui donner nos valeurs, donc elle va pouvoir intégrer tout ça, notamment Claude. Mais pour autant, voilà, elle ne connaît pas votre équipe, elle ne connaît pas vraiment votre efficacité et votre différenciation sur le terrain. Et elle ne connaît pas surtout votre, comme diraient les Anglais, votre petit je ne sais quoi. Oui, ils utilisent le terme français. Donc sans relecture humaine et sans connaissance fine de votre entreprise et du dossier, les commissions d'attribution voient directement que ça a été écrit par l'IA. Et moi, j'ai encore vu, il n'y a pas très longtemps, une note technique de quelqu'un qui pourtant est brillant, j'étais encore en Angleterre, de quelqu'un qui pourtant est brillant, une note technique, et dessus j'ai vu que c'était écrit par l'IA. Je lui dis non, mais en fait il faut rédiger ça, il faut y mettre votre cœur, parce que là, c'est sûr que vous allez être retoqué. Donc utilisez-la pour gagner du temps, utilisez-la pour vérification, reformulation, mais n'utilisez jamais pour gagner en substance. La substance, c'est vous qui l'apportez, ou nous, parce que ça, nous, on peut le faire, parce que nous, on est des humains. Et donc, comme on a vu qu'est-ce que c'est un marché public, on a vu l'étendue du marché, on a vu également comment mutualiser, comment faire notre travail et ensuite comment mutualiser les moyens grâce à des groupements pour se positionner sur des appels d'offres sur lesquels on ne se positionnerait pas forcément. On a vu toute la partie technique, du mémoire technique et de l'IA. Et là, on va se demander, donc, on a trouvé notre marché, on s'est dit celui-là il est top, on en a même trouvé 2-3 et on s'est dit bon, go no go, j'y vais pas, je me positionne pas, je suis candidat, je candidate pas.
Ça, c'est toujours un peu compliqué parce que si on s'est lancé dans une stratégie de réponse aux appels d'offres, eh bien forcément, on va essayer de répondre à un maximum d'appels d'offres pour maximiser les chances. Je suis pour. Je suis pour le volume. Tous les gens qui me connaissent vous le diront. Je suis persuadée que plus on en fait tant que c'est bien fait, plus on met de chance de son côté. La chance n'existe pas. La chance, en fait, elle est bousculée par le volume, l'action de ce qu'on fait. Cependant, ayant dit ça, je dois quand même y ajouter un bémol. C'est-à-dire, il faut que vous puissiez vérifier que vous avez les capacités administratives ou techniques. Et si vous ne les avez pas, ce qui n'est pas grave, et vous savez pourquoi, parce qu'on peut s'appuyer sur d'autres opérateurs économiques pour répondre. Capacité administrative, vous pouvez vous appuyer sur nous. Capacité technique, vous pouvez vous appuyer sur des pairs, ou si vous n'en connaissez pas, ou si vous ne voulez pas prendre le risque peut-être de travailler avec des concurrents, donc ça, vous pouvez aussi vous appuyer sur nous, où nous on va aller chercher en fait des compétences techniques qui peuvent vous manquer. Et ça, on va le structurer. Donc pareil, si vous voulez des détails sur ça, envoyez-moi un message. Et donc vérifiez ça. Est-ce que vous avez les capacités administratives, les capacités techniques? Parfois, il peut y avoir un chiffre d'affaires minimum exigé, il peut y avoir des certifications exigées, il peut y avoir des assurances toujours, et parfois il y a des seuils qui sont exigés. Est-ce que vous avez les références comparables? Et donc, voilà, posez-vous toutes ces questions, et si vous n'avez pas tout, comment est-ce qu'un groupement peut aller combler tout ça? Le délai de réponse est-il tenable? C'est sûr que si c'est un gros marché avec un cahier des charges d'une centaine de pages, avec je ne sais combien de lots et que la deadline c'est dans 3 jours, c'est chaud. Nous, on vous donne des délais de 5 jours, un parce qu'on a l'habitude, deux parce qu'on est super bon, ça il faut me dire. Mais trois, on pourra aussi vous dire attention, celui-là en 5 jours c'est pas jouable. Donc, regardez bien les délais, et en plus c'est vrai que au début que vous faites votre veille, vous allez le voir, vous allez toujours trouver que des marchés qui arrivent bientôt à échéance. Ah mais c'est top, ça finit quand? Dans 3 jours, waouh! Dans 2 jours. Au fur et à mesure que vous avez plus d'habitude et que vous faites bien votre veille en amont, vous allez pouvoir trouver des marchés où il reste encore 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines, voire plus. Et il y a aussi un petit truc, mais ça on verra dans une autre vidéo, comment aller trouver des projets de marché avant qu'ils soient annoncés, pour pouvoir ensuite vous positionner, en tout cas vous préparer. Le marché est-il rentable? Ça c'est super important, parce que vous le verrez aussi quand vous allez commencer à répondre au marché. Bien que ce soit l'argent de nos impôts et l'argent public qui soit utilisé pour financer les marchés publics, parfois les budgets sont à ras les pâquerettes. On a plusieurs fois, nous on a dit no go parce que concrètement le client allait perdre de l'argent sur le marché, même si c'était intéressant, même si c'était dans son domaine, même si ça aurait presque pu se justifier en disant carte de visite pour d'autres marchés. Donc ça c'est une stratégie qu'on peut discuter ensemble. Sur quel marché vous pouvez vous dire soit allez, je break even, je fais pas forcément beaucoup de profit, mais ça va être ma future carte de visite pour les prochains marchés, ça on peut travailler. Perdre de l'argent, non. Parce qu'en fait, un marché, ça vous coûte toujours un peu plus que ce que vous ne pensez. Et donc, il faut bien travailler vos marges, il faut bien travailler ce qu'on appelle donc, les BPU et les documents financiers, parce que ça peut vraiment vous attraper. Vous pouvez aussi réfléchir à qui d'autre va se positionner sur ce marché. Mais pour moi, c'est pas la question principale, parce qu'en fait, c'est pas très important. On ne se compare pas forcément aux autres, et deux, comme vous ne pouvez pas savoir en amont qui se positionne sur le marché, avec quelles réponses et qu'est-ce qu'eux disent dans leur dossier, ça ne sert à rien de passer des heures à réfléchir à ça. Bon, vous pouvez juste vous dire, bon, bah, ça, c'est, je sais pas, par exemple, c'est le marché de la sécurité sociale, tout le monde va y aller. Bon, pourquoi pas. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas votre chance. Donc, et puis la dernière question, c'est est-ce que ce marché s'inscrit dans la stratégie de développement ou est-ce que c'est une opportunité isolée qui va me disperser?
l'idée, c'est de toujours trouver des marchés qui sont dans la continuité de ce que vous faites ou de ce que vous voulez faire. Donc, si vous répondez non à plusieurs de ces questions, c'est pas un échec, hein, c'est de passer son tour. Il vaut mieux que vous passiez votre tour et vous concentriez sur des marchés sur lesquels vous répondez oui à plus de ces questions. Et donc, c'est comme ça que vous allez faire votre go no go. Nous avons créé une sorte de checklist qu'on pourra aussi vous envoyer sur simple demande, soit à innovation@lab-du6ib.com, soit sur notre site internet ou directement en commentaire de cette vidéo ou en DM. Et pourquoi est-ce que je vous disais ça? Parce qu'en fait, je l'ai un petit peu dit juste avant, mais répondre à un marché, ça coûte. Et que même si vous faites tout en interne, et d'ailleurs, on va venir, le fait de tout faire en interne, c'est pas forcément la stratégie la plus efficiente, même financièrement. Mais disons, vous faites tout en interne. Vous êtes commercial d'une boîte de BTP, et c'est vous qui êtes en charge de répondre au marché. Vous êtes assistant de direction, vous êtes même vous le dirigeant, vous répondez directement. Si on part par exemple sur l'idée que vous allez passer, on est à, je sais pas, entre 50 euros de l'heure chargé et que vous passez une quarantaine d'heures. Eh bien, tout ça, finalement, c'est une quarantaine d'heures. On va être rapidement autour des entre 1000 et 2000 euros, hein, si on est entre 40 et 50 euros, et que vous passez entre une semaine, donc 40 heures à passer sur un dossier, voilà, entre 1500 et 2500 euros de temps interne mobilisé, sur lesquels vous ne faites pas de prospection, sur lesquels vous ne répondez pas forcément au devis, ou en tout cas moins bien, sur lesquels vous n'êtes pas en train de manager des équipes, enfin peu importe. Et du coup, il ne faut pas minimiser le temps, le coût que ça représente, le temps que vous passez à répondre aux appels d'offres. C'est-à-dire que nous, en fait, pour préparer un dossier d'une entreprise qui a déjà répondu à des appels d'offres, qui a des choses qui sont pas mal structurées, on commence à 500 euros. Évidemment, mais 500 euros hors taxe, comparé à ce que vous, ça vous coûte en temps interne, bah, c'est finalement tellement moins cher de passer par nous que de le faire vous en interne. Et même lorsque vous démarrez et qu'on vous accompagne sur le montage et la mise en place des outils internes que vous allez utiliser sur vos prochains marchés, si vous ne voulez pas continuer à nous utiliser, même sur ce type de dossier-là, on va rester moins cher que les 2000 et 2500 euros, quasiment tout le temps. Enfin, on va quasiment à chaque fois moins cher que les 2500 euros que vous avez passé pour faire un dossier, alors que nous, en fait, on va vous structurer pour que vous puissiez ensuite postuler sur d'autres marchés. Quand vous nous utilisez une fois, après vous êtes autonome. Après, quand vous nous utilisez une fois, en général, vous avez envie qu'on travaille ensemble. Et puis en plus, souvent, notamment chez les dirigeants d'entreprise, ce temps, il est pris les soirs, les week-ends, souvent dans l'urgence, entre deux, trois autres feux que vous essayez d'éteindre. Et donc finalement, vous envoyez un dossier qui n'est pas à la hauteur de ce que vous aimeriez. Et à chaque fois, vous dites, mais si seulement j'avais eu plus de temps. Ah, j'aurais bien aimé pouvoir dire ça. Et j'aurais bien aimé avoir le temps de relire ci et de relire ça. Et donc tout ça, en fait, ça va vous trahir et ça va en fait venir diminuer votre note de valeur technique. Et c'est dommage parce que c'est là, en fait, en général, où il y a le plus gros pourcentage. On est souvent entre 40 et 60%. Et puis pareil avec la note environnementale. Alors, imaginez, vous avez un mort technique qui n'est pas au top, donc qui n'aura pas le 60%. Vous avez ensuite une note environnementale qui soit inexistante ou pas top, et donc vous perdez les 10%. Il ne vous reste plus que le prix. Voilà. Donc la préparation, ça change tout. Donc la vraie question à se poser, hein, c'est pas vraiment combien coûte un accompagnement pour répondre au marché public, c'est combien me coûte déjà le temps que j'y consacre en interne. Et est-ce que ce temps me rapporte vraiment, et en termes de taux de réussite, que je mérite? Et bien en fait, c'est exactement le pont vers ce que je veux vous présenter ensuite. Sur comment accélérer votre croissance, c'était le titre de ce live, hein, comment booster votre chiffre d'affaires. Et bien en fait, grâce à ce que nous, on vous propose.
On vient de parcourir beaucoup de matières en peu de temps, la taille du marché, où les chercher, les groupements, mémoire technique, le coût réel, du temps que ça vous prend, les nouvelles obligations environnementales et les obligations sociales, l'IA, comment créer vos opportunités. Et la vérité, c'est que chacune de ces étapes prend du temps et que le temps pour une TPE ou PME, notamment dans le bâtiment mais aussi dans tout autre domaine, c'est justement ce qui vous manque le plus entre deux chantiers. Donc, nous, on a construit une offre, en toute transparence, où on va structurer votre dossier de candidature. La partie dossier candidature, la partie administrative, dossier offre, toute la partie tarifaire, technique, etc. La note environnementale, donc la note environnementale, parfois, ça peut demander à ce qu'on fasse un bilan carbone, ça peut demander à ce qu'on travaille votre politique RSE. Et donc le tout, selon évidemment d'où vous partez, en 5 jours, à partir de 500 euros hors taxe. Si vous manquez de référence pour vous positionner seul sur le marché, on va pouvoir aussi vous accompagner sur la constitution du groupement, un groupement momentané. Donc je l'ai dit, on ne s'associe pas. Nous, on monte en fait un mécanisme juridique qui vous protège et qui protège les autres membres du groupement. Et donc la logique est simple, et je répète souvent à mes clients, plus vous déposez de dossiers propres, bien ficelés, bien construits, plus vous multipliez vos chances de gagner. Et ce n'est plus de la chance, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment de la mécanique. Un dossier conforme ne garantit pas de gagner à tous les coups, mais un dossier mal structuré, c'est sûr que vous allez perdre quasiment à tous les coups. Et même si vous êtes seul à vous positionner. Parce qu'en fait, même si vous êtes seul à vous positionner, si votre dossier n'est pas assez bon, ils peuvent quand même le rejeter et invalider la procédure et la recommencer. Donc ne croyez pas que si vous êtes dans une petite bourgade et qu'il n'y a que vous, que parce qu'il n'y a que vous, vous allez forcément gagner à coup sûr. Non. Vous devez... Et en plus, c'est comme votre carte de visite. C'est vraiment le summum de la présentation optimale de votre entreprise. Donc soignez-la, et puis en passant par nous, en fait, vous allez être sûr d'avoir ce storytelling qui va vous mettre en avant. Et donc, si ce sujet vraiment vous parle, que ce soit sur les questions de structuration, que ce soit sur les questions IA, que ce soit sur les questions administratives, que ce soit sur les questions de groupement ou sur la totalité, la première étape, c'est un appel de 15 minutes. C'est gratuit, évidemment. On fait le point sur là où vous en êtes, sur si vous avez une annonce, un marché que vous avez repéré, que vous voulez, sur lequel vous voulez échanger avec moi, faites-moi signe. Et donc, le lien que j'ai mis donc, dans la partie lien qui est donc lab-ib.com/répondre-au-marché-public. Vous allez pouvoir retrouver une petite partie de ce que je vous ai dit. Il y a également le blog. Il y a le calendrier en ligne pour pouvoir donc prendre rendez-vous en ligne directement avec moi. Et voilà, donc j'espère que on devait passer 45 minutes ensemble. On en a 47. J'ai un peu débordé, mais en tout cas, je vous remercie d'avoir été là et de m'avoir écouté. Vous aurez le replay pour tous ceux qui le souhaitent. Ciao, ciao!